Je vous avais averti. Hein. Il faut être attentif, car voilà, vous nous en avez servi des chiffres. Alors, devant tout cela, moi j'aurais, pour commencer, deux questions. Vous nous avez dit que vous aviez conseillé des gouvernements. Justement, vous avez certainement fait des présentations à ces gouvernants ou à leurs conseillers. Et en définitive, une fois qu'ils ont vu votre présentation, quelles étaient les questions qu'ils vous posaient? Parce que finalement, l'expert doit donner une analyse et parfois quand même des conseils. Et alors, qu'est-ce qui revient le plus souvent? Parce que je doute qu'on puisse assimiler tout cela aussi rapidement. C'est une très bonne question, parce que la première réaction, quand c'était des élus, ils me disent « vous ne serez jamais élu ». Alors j'aurais dit « c'est pas mon problème, je ne cherche pas à être élu ». Donc c'était la première réaction qu'ils ont eue. La deuxième, quels sont les conseils que vous nous donnez? Je dis adapter en quelque sorte la politique pour qu'elle assure cette transition. Il va falloir convaincre les gens qu'il faudra qu'ils aient une éolienne pas très loin de chez eux, ou qu'ils aient un forage pétrolier, ou qu'ils descendent de leur 4x4 qui consomme 10 litres à une voiture qui consomme 5 litres. Parce que c'est ça qui va arriver. Quel que soit le scénario, en 2030, c'est-à-dire dans 15 ans, et une voiture a une durée de vie de 15 ans en moyenne. 15 ans, on en fabrique 80 millions par an, excusez-moi. Et il faudra que dans 15 ans, les voitures consomment 2 fois moins si on va rouler autant. Et pour qu'elles consomment 2 fois moins, il faudra qu'elles soient 2 à 3 fois plus légères. Et donc, si elles sont 2 à 3 fois plus légères, il faudra qu'elles reviennent à des dimensions plutôt proches de la 2 chevaux que du 4x4 Cayenne. Voilà. Là, c'est des recommandations pour nos pays, mais quand vous étiez peut-être en Afrique, qu'est-ce qu'on vous a demandé d'autre? Alors là, je n'ai jamais été en Afrique, j'étais au Moyen-Orient, parce qu'on était essentiellement dans les pays producteurs ou dans les gros pays consommateurs. Si vous voulez, l'homme politique, quand même, il a une vision à 5 ans. Je ne veux pas être critiqué, mais bon, c'est quand même... Il n'y a pas beaucoup de Colbert, hein, qui a planté la forêt de Tronchet pour alimenter au XVIIe siècle, pour que la marine de guerre du XXe siècle ait encore de quoi construire des bateaux. Donc, il y en a très peu de Colbert. Hein. En général, on regarde ça. Je suis très critique, hein, mais la majorité ont une vision, disons, plutôt au maximum de 15 ans. Et c'est le temps. Parce que 2030, et 15 ans, 15 ans, ça peut encore aller si on prend une décision pour les 15 ans, ou c'est quand même trop court? C'est pas trop court. Disons, si le téléphone portable en quelques années a réussi à faire sa percée et à inonder le marché, c'est parce que c'était relativement facile, c'est tout petit un peu le téléphone portable. Mais d'un seul coup, transformer des usines pour fabriquer de l'énergie, que ce soit de l'hydrogène ou que ce soit de l'électricité simplement, eh bien il faut plus de 15 ans. Donc on sait que dans les pays riches où on a une réactivité assez forte, les 15 ans peuvent être suffisants, mais dans les pays pauvres, ça ne marchera pas. C'est-à-dire que si demain on transformait toutes les voitures à l'hydrogène, en Europe on arriverait peut-être encore à tourner, un tant soit peu, mais à Tombouctou ça n'arriverait qu'en 2050. Hein. C'était le sens, tout à l'heure quand vous avez exposé vos réflexions, vous disiez il faut entre 10 et 15 ans pour changer un système énergétique. C'était la même chose que ce que vous venez de dire? C'est pas tout à fait ça. Il faut disons, 10 à 15 ans pour arriver à convaincre les gens qu'il y a un problème. Disons, moi qui suis dans le milieu pétrolier, jusqu'en 2000, on nous a bassiné des problèmes de CO2, et on n'y a pas cru jusqu'aux environs 2004-2005, c'est-à-dire les premières COP auront lieu en 1990. Donc, qu'une information scientifique dans un coin arrive à une connaissance vers d'autres gens, il faut 10 à 15 ans. C'est l'acceptabilité ou la façon dont l'information va nous arriver. Au départ, elle arrive par quelques agités, ou qu'on suppose être agités, donc on ne croit pas, puis après il y a de plus en plus de gens qui nous le disent, puis il y a des gens de plus en plus sérieux, à finir, on finit par le croire. Puis il y a des preuves scientifiques et on y arrive. Donc là, c'est pareil. Donc, il faut 10 à 15 ans pour faire changer une mentalité.
Après, pour construire, s'il fallait construire pour que dans 15 ans, disons, ça tourne, j'allais dire, on n'arrivera pas, dans les 15 ans à venir, à fabriquer l'énergie que nous fournit actuellement le pétrole, le gaz et le charbon. Malgré tous les moyens qu'on se donne, on n'y arrivera pas. Donc il faudra continuer à en consommer. Une chose, je voulais dire, on consommera du pétrole jusqu'à la fin du siècle. Parce que c'est pas parce que la production pétrolière risque de baisser en 2020 que en 2050 on n'en produira pas. On en produira toujours. Ne serait-ce que pour fabriquer des habits synthétiques. Parce qu'il faudra bien habiller tous ces gens-là. Et alors, soit on les habille avec du coton, on cultive des champs de coton à la place des champs de blé, on a déjà 2 milliards de gens qui crèvent de faim. Donc on en aura 4. Soit on continue à fabriquer des synthétiques. Donc, alors il y a deux problèmes. Quel sera le prix du baril? Nous avons vu dans le passé que chaque fois qu'il est arrivé à 150 $ le baril, l'économie mondiale en a piqué plein la figure. Ça a été la crise de 78, la crise de 75, de 74, de 78, de 2008. Donc on sait que tant que le pétrole est une source d'énergie nécessaire au transport, il aura du mal à passer les 150 $ le baril. J'avais fait rire un coup mon président parce qu'il m'avait demandé mon avis, parce que vous avez des patrons de grandes banques, 200, 300 $ le baril en 2008. Je lui avais dit, mais tous ces gens qui vous disent ça, c'est des gens qui ne payent pas l'essence. Hein, ils ont une voiture de fonction, ils ne payent pas l'essence. Il m'a regardé en se disant, ils se foutent de ma gueule. Et je ne me foutais pas. Je lui ai dit, excusez-moi, je vous dis tout simplement ça parce que l'utilisateur moyen au monde n'est pas à l'échelle d'un smicard en France. Donc le jour où ça coûte ce prix-là, et que l'essence coûte 2 € le litre, l'Africain ne roule plus. La majorité des employés français ne roulent plus. Donc la consommation baisse, donc le prix s'effondre. Par contre, le jour où le pétrole ne servira qu'à fabriquer des textiles, du plastique, des pneus, il peut valoir 500 $ le baril. Parce qu'il n'est plus primordial dans l'économie. Il devient simplement une matière première. Et alors, question naïve de ma part, vous pronostiquez donc cette remontée du prix du baril dans combien de temps? Je ne sais pas, je ne suis pas divin, mais ce que je suis sûr, c'est qu'il ne peut pas rester à ce niveau-là. Il ne peut pas rester à ce niveau-là. Donc il va augmenter. Alors à quelle vitesse? À quel coût? Disons, beaucoup de gens pensent qu'il devrait arriver à 100 $ d'ici 2020. Il y en a d'autres qui disent qu'il va rester du côté de 60. Il y en a d'autres qui vont vous préconiser du 500 $. Bon, tout le monde a tort. Personne n'a raison. Et les plus pessimistes, comme les plus optimistes, ont certainement tort. C'est toujours au milieu que ça se passe. Mais il va augmenter. Donc on pense actuellement, pour beaucoup, qu'il devrait monter à 80 $ d'ici 2017-18. Voire 100 $. Alors qu'est-ce qui risque de se passer? Si effectivement il remonte dans 2 ou 3 ans, eh bien on peut avoir une chute de la production pétrolière, et puis une remontée, parce qu'après le baril ayant repris un cours, l'exploration de production va repasser, donc on peut avoir une production oscillante. Il va y avoir une élection présidentielle en France. Il y avait hier soir le débat final avant le vote de demain de la primaire. Le conseil que vous donneriez aux candidats, alors on ne sait pas pour un certain camp, mais il y en a un qui va être élu là, qui va être désigné sous peu. Vous lui donneriez quoi comme conseil? Je dirais tout simplement, quel que soit le candidat et quel que soit son parti, il faut qu'il se méfie. On peut avoir une crise économique pendant son mandat. Donc il faut qu'il fasse attention à ce qu'il risque de décider, de sa politique qu'il va faire, puisqu'il risque d'en choper plein la figure. Mais je ne sais pas s'ils sont bien ou pas. On verra. Ce n'est pas dans leur discours, il n'y a pas de discours sur le problème de l'énergie à proprement parler. Sur le nucléaire. Sur le nucléaire, et d'ailleurs ça sera évoqué abondamment demain. Je ne doute pas que vous ayez des questions. Thomas Porcher? Allez. Thomas Porcher qui interviendra aussi demain. Bonjour, alors Thomas Porcher, économiste. Je partage que 90% de l'exposé. Et le livre est très bon. J'ai le livre chez moi. Enfin, je l'ai mis dans ma bibliographie aussi dans mon cours. Donc c'est un très bon atlas.
Il y a juste quand même une petite remarque que j'ai envie de faire. Enfin, on l'a vu tout au long de l'exposé, et vous l'avez redit encore dans les questions, là. Il y a cette photo des jeunes filles dans leur voiture, il y a l'adaptation du consommateur, mais il n'y a jamais eu d'adaptation du producteur. Parce que finalement, le consommateur, quelque part, il subit. Le producteur, non mais c'est une question qui doit être posée. Enfin, c'est qui est-ce qui a décidé de faire un forage à 6000 mètres de profondeur? C'est pas le consommateur, c'est le producteur. Qui est-ce qui a décidé d'aller faire des forages en Arctique? Ou qui est-ce qui a décidé d'aller trouver des pétroles de schiste ou des sables bitumineux? C'est pas le consommateur, c'est le producteur. Donc la vraie adaptation, elle doit pas se faire. C'est pas au consommateur de s'ajuster, c'est au producteur de s'ajuster. Et pour que le producteur s'ajuste, il faut, et là vous l'avez dit clairement, qu'il y ait une vision politique. Enfin, moi je pense qu'aujourd'hui, la production et les investissements ont augmenté très fortement, justement parce que, avec la hausse des prix du pétrole que l'on a connue, les prix du pétrole ont été multipliés par 5 entre 2000 et 2010, les producteurs, alors que ce prix était multiplié par 5, ont refusé de faire leur ajustement. Et les politiques aussi. Ils auraient pu se dire, on va taxer ces bénéfices hallucinants, parce qu'il y avait Total qui faisait des bénéfices quand même hallucinants à cette époque, qui était la première entreprise du CAC 40, Exxon qui faisait des bénéfices de 45 milliards de dollars, qui sont hallucinants. On aurait pu à ce moment récupérer une partie de cet argent pour investir justement dans les renouvelables. Le politique n'a rien fait, et les énergéticiens traditionnels ont investi dans des forages à des profondeurs hallucinantes et à des coûts hallucinants, plutôt que de changer leur modèle de production. Donc je pense que la question essentielle n'est pas le consommateur qui subit, lui. Enfin, quand on achète une voiture, on subit, réellement. C'est plutôt le producteur qui doit faire cette transition, et c'est ça qui a manqué pour moi dans mon exposé. Voilà, c'était pour donner un avant-goût aussi de demain, qui sera un petit peu plus sport. Répondre à la question, c'est assez amusant, puisque le consommateur ne subit pas, il participe, il en veut. Non. Alors le problème du producteur, il s'en fout que le Français consomme moins. Le Chinois veut consommer plus. Donc on prenait pour les Chinois. C'est tout. Voilà. C'est la logique, tout simple. Il y a de plus en plus de consommateurs. Alors s'il y a des consommateurs mécontents, ils ont qu'à consommer moins, mais il y en aura d'autres qui consommeront à leur place. C'est un truc qui est tout simple. C'est ce qu'on ne vendra pas sur le marché. Parce que les compagnies pétrolières sont des compagnies internationales, c'est des compagnies bancaires. Quand vous dites les bénéfices, maintenant les plus gros bénéfices, une compagnie pétrolière actuellement ne fait pas de très gros bénéfices parce que le prix du baril est trop bas. Mais au maximum, c'était de l'ordre de 20% du capital investi. Si vous allez dans la pharmacie, c'est 40%. Donc vous avez, tous les producteurs de pétrole sont des producteurs de produits pharmaceutiques. Au fur et à mesure que le pétrole se casse la figure, ils achètent les entreprises pharmaceutiques, puisque c'est là que vous faites le plus de bénéfices. Les assurances. Ils sont aussi pas mal dans les assurances. Vision... Total, je ne sais plus si c'est une compagnie pétrolière ou une compagnie... Je crois que Total, ça doit être 600 sociétés. Avant cette question, je voudrais revenir sur une phrase que vous avez dite et qui, je pense, est très importante aussi pour demain. Il faut s'affranchir de la vision française. Redites-nous les fondamentaux français en termes d'énergie et d'électricité et qui font que c'est tellement différent de grands endroits comme la Chine, comme l'Inde, comme les États-Unis. Il faut s'affranchir parce que dans les années 70-80, on a construit des tas de centrales nucléaires. Donc on a eu l'idée. Vous savez qu'à l'époque, moi j'ai commencé à travailler. Mon premier boulot de travail, c'était de stocker l'électricité qu'allait fournir en trop nos centrales nucléaires pour en construire le moins possible et donc gérer, au lieu d'en avoir 52 réacteurs, 58 réacteurs, si on avait pu se contenter de 30 et puis de stocker l'électricité et de faire en sorte que ça marchait, donc on a essayé le problème du stockage d'électricité, on n'y a pas réussi. Et je vous ai pas amené la photo satellitaire de la France en 70, où on voit guère que les villes. Et puis vous prenez la photo de nuit, et vous prenez la photo satellitaire de la France actuellement, vous voyez même les petits villages, et disons la consommation électrique a été décuplée parce qu'il fallait bien utiliser l'électricité, donc on vous a amené à consommer de l'électricité, et donc de l'électricité nucléaire. Donc on a une vision actuellement énergie, électricité, nucléaire, danger, Fukushima. Alors, on nous ramène aussi pétrole, machin, mais tout compte fait, le pétrole, pour nous, c'est le transport. Oui, si je peux me permettre d'être un peu critique, j'ai trouvé le film... Monsieur Sébastien Balibar, qui interviendra demain à la 4e table ronde.
Oui, si vous m'autorisez à être un peu critique, j'ai trouvé ce film un peu hors sujet et j'ai trouvé votre exposé un peu trop déprimant. Alors, pourquoi le film est un peu hors sujet? C'est parce que il me semble que le problème principal, c'est le changement climatique. Et donc, si on veut limiter le réchauffement climatique au fameux 2 degrés, qui veut dire un niveau qui est à peu près acceptable peut-être, eh bien le problème n'est pas de savoir combien il reste de ressources pétrolières dans le sous-sol. Il faut en laisser les 3/4 dans le sous-sol. Il faut arrêter d'exploiter. Le problème n'est pas de savoir il faut trouver d'autres ressources, il faut arrêter. Bon. Donc le problème n'est pas de savoir quelles sont les ressources de pétrole, le problème est de savoir qu'utiliser, que trouver comme autre source d'énergie pour remplacer tous les combustibles fossiles. Alors, quand on vous écoute, on a l'impression que, comme vous continuez à nous parler énormément de l'utilisation du pétrole, du gaz, du charbon, vous avez oublié le lignite, ce qui est encore pire. Bon. Le lignite, c'est du charbon. Oui, si on veut. Bon. On se demande, on a l'impression que vous pensez qu'il n'y a pas d'autres sources d'énergie possibles. Si, il n'y a pas de solution miracle, mais il y a quand même des quantités d'énergie alternatives qu'on peut envisager d'utiliser. On peut discuter sur les différents scénarios, on va en discuter, j'espère, énormément et en détail demain pour voir ce qui est réaliste, ce qui ne l'est pas, mais il y a des solutions. Et c'est pas vrai que c'est si cher que ça, et c'est certainement pas vrai, même s'il faut faire beaucoup de recherches, qu'on n'y arrivera pas. Du moins, moi, je ne suis pas pessimiste à ce point-là. Voilà. Alors, je rêve. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je n'ai pas voulu. Je ne suis pas très pessimiste. Moi, je vous ai dit simplement, voilà, ce qu'on peut faire. Actuellement, on ne peut pas changer d'une façon brutale, se dire on ne consommera plus de pétrole. On ne peut pas. Et donc, on est obligé d'accepter une transition énergétique qui permet de passer tout doucement et tranquillement en satisfaisant les besoins de l'humanité et sans heurts, sans crise économique, sans guerre mondiale, au passage. On est obligé de passer tranquillement de l'un à l'autre. Malgré que ça va gêner un certain nombre de gens qu'on va continuer à exploiter du pétrole, mais on va exploiter encore du charbon et du gaz, mais on est obligé de faire cette transition, qu'elle soit acceptable par tous. Ce que je voulais vous dire, c'est que simplement, si on veut respecter ces 2 degrés, c'est-à-dire c'est le maximum qu'on va encaisser, on peut aller jusqu'en... C'est pas en exploitant le minimum de ressources qu'on peut encore découvrir qu'on va y arriver. C'est en exploitant moins que le minimum. Donc arriver à 2030 au maximum une décrue des consommations des énergies carbonées. C'est tout ce que j'ai voulu vous dire. Maintenant, les autres peuvent prendre le relais, mais actuellement, ils n'ont pas les moyens. Ni la compétence, ni la puissance. Sur 35 ans, on les a. Ben, sur 35 ans, on les aura peut-être. C'est pour ça que vous avez les schémas 2050 qui varient énormément d'un scénario à l'autre. On va y arriver, certainement. Mais il ne faut pas qu'on y arrive aussi brutalement que certains le souhaitent, parce que c'est une déstabilisation économique et politique absolument fantastique qui risque d'arriver, avec tout ce que ça peut entraîner, c'est mon dernière image, avec du feu à droite et des militaires à gauche. Bon. Il faut que ça soit graduel. Donc les hommes politiques l'ont bien compris. Ils veulent essayer de le faire, ils le font progressivement, c'est très bien. Il faut accélérer le processus. De Peretti, journaliste. Je ne suis pas intervenant demain matin, ni demain après-midi. Je n'ai pas non plus de voiture hybride et pas encore de voiture électrique. C'est vrai elles sont trop chères. Mes 2 questions sont les suivantes. Pourquoi il y a une telle hostilité à exploiter le gaz de schiste en France et peut-être en Europe, alors que les Américains ont montré l'exemple? Et puis, est-ce qu'il reste encore des sites, vous avez parlé très peu de l'hydroélectricité, est-ce qu'il y a encore de nombreux sites qui pourraient justifier donc la construction d'un barrage? Alors, à votre deuxième question sur l'hydroélectricité, l'Europe et l'Amérique du Nord est pratiquement entièrement équipée. On ne peut pas espérer plus, on a des barrages partout, sans problème. Par contre, en Afrique, en Asie, il y a encore de très grosses perspectives. Donc, dans le futur, il y aura une plus grande part de la production électrique en Chine, en Inde, au Zaïre, au Brésil, tout ça, mais pas en Europe. Pas en Amérique, parce que les sites sont équipés. La première question, c'était gaz de schiste, oui. Alors, bon, ce que l'on sait, c'est que le gaz de schiste ou le pétrole de schiste aux États-Unis n'est pas exploité n'importe où.
Les États-Unis, ce sont des États-Unis, c'est-à-dire que chaque État a ses législations. Donc ils sont exploités essentiellement dans les États où la législation et les contraintes pétrolières ou gazières sont minimales. Hein? Donc on sait, ils savent les exploiter. Et il y a une chose qui va jouer, c'est qu'il faut beaucoup de forage. Nous, quand ils ont développé des gaz de schiste et qu'il y a eu cette guerre qui a été faite, qu'on allait polluer tout avec des gaz de schiste, le milieu pétrolier et le milieu gazier a été les yeux écarquillés comme des soucoupes. Pourquoi? Parce qu'on ne pensait pas à ce danger. Parce que ce danger, on le contrôle. Nous, ce qu'on s'imaginait, c'est qu'il y aurait une non-acceptabilité des populations locales liée au passage permanent de camions amenant des tuyaux pour faire les forages, des foreuses pour les forêts, du sable pour maintenir les fissures ouvertes, et de l'eau pour faire les forages. Je dis, dès l'instant où la zone sera habitée, les gens, au bout de 15 jours, n'en voudront plus. Hein. Ils verront passer 500 camions et en passer 0. Des routes défoncées, donc ça sera refusé. Donc on sait que, si vous voulez, globalement, ces exploitations de pétrole et gaz de schiste qui ont été les premières exploitées. Hein. Je signale, le gaz de schiste a été exploité la première fois dans l'État de New York en 1820. Et il a été exploité en France aussi. Là. Et la fissuration hydraulique, la fracturation hydraulique, c'est en fait de la micro-fracturation. Ce que l'on fait, c'est des fissures qui ont de la dimension de vos cheveux. Hein. On ne peut pas faire... Si on faisait plus, on serait très content, mais on n'y arrive pas. Et la nature ne le permet pas. Donc, si vous voulez, on ne sait que ces produits ne seront exploités que dans des zones relativement désertiques, d'un point de vue population. Parce que chez nous, où est-ce qu'il y a du pétrole de schiste? Dans le bassin de Paris, dans l'est de Paris. Aller forer des dizaines de puits dans la banlieue est ou en Champagne, ça va être très difficile. Le gaz de schiste, où est-ce qu'il y en a? Il y en a dans le midi de la France, du côté des Cévennes et du côté au pied dans le Luberon et compagnie. Si on commence à mettre des forages tous les 100 mètres dans le Luberon, je pense qu'il y a un certain nombre de gens locaux qui ont une capacité juridique, financière, intellectuelle qui empêcheront le système. Donc il nous reste quoi? Les pétroles et gaz de schiste au Sahara, dans le désert de Gobi, au milieu de la steppe sibérienne. Et donc, c'est là que ça sera exploité, et ça sera exploité en grande dose. Alors maintenant, il y a une question que vous avez posée, il faudrait laisser 33% du pétrole en terre. Bon, on va en laisser 99%. Non, vous avez dit, il ne faudrait pas dépasser 33%, puis certains vous disent, il ne faudrait jamais exploiter plus de 10% du pétrole qui est en terre. Et on va en exploiter 1% à tout casser. Parce que la majorité du pétrole est sous forme de pétrole de schiste ou gaz de schiste, qu'on s'est interdit dans beaucoup de pays. Il y en a 10 fois plus en pétrole de schiste et en gaz de schiste qu'il y en a dans les gisements naturels. Et donc, on en exploitera très peu. Et donc, on va arriver à un ratio de production par rapport aux réserves, aux ressources en place, aux ressources, pas aux réserves, puisqu'on ne les exploitera pas. C'est donc des ressources. On aura 99% à peu près du pétrole qui restera en terre. Pour compléter, revenir sur la question de M. Peretti, on a vu qu'il y avait eu début de recherche, en tout cas, en Pologne pour le gaz de schiste. Et ça s'est arrêté. Et les populations, à certains endroits, acceptaient, à d'autres endroits, non. Où en est-on maintenant dans le reste de l'Europe? Y en a-t-il en Allemagne? Y en a-t-il dans les pays du Nord? Y en a-t-il parce que les géologues se sont un peu trompés avec la Pologne, apparemment. Non, on ne s'est pas trompé, si vous voulez. On n'exploite que si c'est rentable. Dès l'instant où vous avez un prix de production qui est supérieur au prix de vente, on arrête l'exploitation. Sauf si elle dure depuis un certain nombre d'années et que ça coûte plus cher d'arrêter l'exploitation que de produire à perte. Donc actuellement, dans beaucoup de gisements de pétrole, on produit à perte, mais ça coûterait encore plus cher d'arrêter le gisement, puisqu'il faudrait maintenir les infrastructures en place sans aucun retour financier. Dès l'instant où vous faites une découverte, si elle n'est pas rentable, vous ne l'exploitez pas. C'est ça qui vous immobilisez, voilà. C'est ça qui s'est passé. Et puis il y a aussi des déboires, c'est que le pétrole et le gaz de schiste, si vous voulez, c'est diffus dans la roche. C'est dommage, je vous avais amené, mais j'ai oublié dans la chambre, là, du pétrole, pour vous montrer à quoi ça ressemblait. Une roche-mère, c'est-à-dire d'où vient le pétrole, et où on l'exploite en qualité de pétrole ou gaz de schiste. Vous aurez touché, vous aurez vu, et puis à quoi ressemble une roche réservoir. Voilà.
c'est assez amusant, ça plaît beaucoup, parce que beaucoup de gens, vous avez même amené dans certaines conférences du charbon, parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais vu, hein. La génération des moins de 40 ans n'a jamais vu de charbon, hein. C'est pas trop tard, hein. Peut-être que demain, ceux qui viendront, vous apporterez Oui, vos petits échantillons. D'autres questions? Là, ils sont tous en train de réfléchir à la question qu'ils pourraient poser, mais alors en se demandant par quel bout prendre la chose. Allez-y. On va faire passer le micro. Evelyne Sergenia, élue dans le groupe de Jean-Pierre Thuéry à Saint-Tropez. Nous sommes dans une perspective internationale, mais je voudrais savoir néanmoins si vous avez des conseils, je ne sais pas si ça existe, pour une petite commune, bord de mer, Méditerranée, avec une activité essentiellement touristique. Qu'est-ce que vous avez comme source d'énergie à proximité? Soit la végétation, la biomasse, bon, je ne sais pas si vous voulez abattre les forêts, je ne pense pas. Vous avez la mer, donc soit le vent qui est dessus, soit les courants qui sont dessous. Alors le vent qui est dessus, ça vous fait des éoliennes. Alors il y en a qui ne les aiment pas. C'est pas très beau dans le paysage pour certains. Dans la mer, si vous avez des courants marins, vous pouvez mettre des hydroliennes. Autrement, vous avez le solaire, le solaire qui joue beaucoup. Mais il ne faut jamais oublier que ce sont les éoliennes ou le solaire, c'est intermittent. Vous ne pourrez pas vous passer d'une source qui permettra de combler les intermittences de vos ressources. Mais enfin, vous pourrez déjà satisfaire peut-être un tiers ou la moitié de vos besoins. Justement, toutes ces questions, en particulier celle de l'intermittence, et du coup la nécessité de savoir stocker l'énergie, difficile, ça sera évoqué abondamment demain. Et aussi, Francis l'avait mentionné tout à l'heure, tout ce qui est énergie marine. Il y a beaucoup de travaux là-dessus, mais pour l'instant, des développements qui commencent à être importants, mais qui sont encore au niveau global tout petits. Autre question? Monsieur le maire. Voilà, au milieu. Oui, alors pour répondre, c'est une petite parenthèse pour répondre à la question posée par mon adjointe. Je crois qu'elle a oublié de dire qu'avec les architectes des bâtiments de France, il était difficile d'intégrer le solaire et le photovoltaïque. Non, mais ça c'est une parenthèse. Je crois que ce qui a été évoqué jusqu'ici tourne finalement autour de quelque chose de très simple, qui est la question des prix relatifs. Donc, parce que l'évolution des prix relatifs fait que on réduit en fonction de cette évolution, soit on réduit la consommation et on augmente la production, soit le contraire. Jusqu'ici, ce qu'on a constaté, c'est ce n'est pas des problèmes de production qui ont conduit à des crises pétrolières, sont surtout essentiellement des problèmes géostratégiques. Et moi, je serais curieux de savoir, lorsque vous nous avez montré ces graphiques sur les pics de production, ils ne démarrent malheureusement qu'en 2000. Et je suis à peu près convaincu que si tous ces calculs avaient été faits à un siècle, disons 50 ans, ou même un siècle avant, on aurait eu constamment, si vous voulez, un report de ces pics de production. Et après, je suis tout à fait d'accord avec monsieur. Il faut dissocier ce problème des pics pétroliers, de la production pétrolière, des problèmes environnementaux et de tous les problèmes abordés dans la COP 21, parce que ou même 22, mais le problème, c'est que l'évolution technologique peut conduire très rapidement quand même à de grandes surprises. Alors, on a parlé du problème de stockage de l'énergie. On voit très bien ce qui se passe, par exemple, à l'heure actuelle, avec la société Tesla, qui fabrique des véhicules automobiles, et qui, par ailleurs, s'intéresse aussi au stockage de l'énergie à travers les batteries. Et le problème, bien évidemment, est que les batteries, tant qu'elles seront alimentées par des énergies fossiles, ou à la limite elles peuvent être alimentées par du nucléaire, mais tant qu'elles seront alimentées par des énergies fossiles, ce n'est pas, à part les émissions de CO2 en ce qui concerne la consommation des véhicules eux-mêmes,
parce que là, effectivement, on a une économie. Il y a d'un côté la fabrication de l'énergie à travers les batteries, et là, on utilise de l'énergie fossile ou de l'énergie nucléaire, mais ensuite, il n'y a pas de consommation d'énergie fossile par le véhicule lui-même, contrairement à ce que ferait un véhicule à moteur thermique. Je ne sais pas si je suis tout à fait clair là-dessus. J'ai une réponse tout à fait simple pour le transport. Les véhicules et les voitures, c'est 15 ans. Les avions, c'est 40 ans. Les bateaux, c'est 40 ans. Les matériels militaires, c'est 40 ans pour certains. Il n'y a que les camions de chantier qui ont une durée de vie de 5 ans. Donc tout ce qui tourne actuellement et qui se fabrique actuellement tournera en 2030. Alors qu'est-ce que disent les constructeurs de voitures et de camions et d'avions et tout ça? Ils nous disent, ben voilà, actuellement, il y a 1,1 milliard de véhicules à peu près qui tournent sur Terre et qui utilisent des hydrocarbures. En 2030, il devrait en avoir 1,5 milliard. Et au maximum, on en aura 400 qui fonctionneront à l'électrique. 400 millions. C'est-à-dire un quart. Ce qui fait que comme la production mondiale va stagner, voire diminuer d'ici là, eh bien les voitures devront consommer toujours 2 fois moins. Fini la Porsche, fini la Ferrari, fini le gros 4x4, une 4 chevaux, moderne. Si on veut continuer à rouler longtemps. Alors c'est ce que rêvent tous les constructeurs automobiles. Mais ils disent ça ne se vend pas. Tant que les gens voudront une grosse voiture, je ne peux pas fabriquer une petite voiture. Et c'est une question, c'est une question d'autonomie. Les premiers véhicules électriques, c'était 130, une autonomie de 130 km. Maintenant, moi j'ai un véhicule, il y a une autonomie de 240 km. Les Tesla, on annonce 400, 450, ça veut dire réellement 300. D'ici quelques années, vous allez avoir des véhicules qui vont avoir une autonomie de 800 ou 900 km. Vous allez avoir aussi des bornes de charge rapide qui vont vous permettre en 20 minutes de recharger lorsque vous aurez fait 450 km. Moi, je crois qu'il faut tenir compte de l'évolution technologique. On risque d'être surpris. Nous l'espérons tous, mais nous ne savons pas si effectivement on y arrivera. D'abord, Sébastien, 2 minutes. Francis Rocard voulait poser une question. Et puis après, je vous redonne le micro. Je ne sais plus à qui dois-je obéir. Mais pour répondre à monsieur le maire, d'abord les batteries, c'est quand même surtout pour pallier l'intermittence de l'éolien et du photovoltaïque. Donc il ne s'agit pas de charger les batteries avec des sources stables comme le nucléaire. Au contraire, le nucléaire sert un peu de tampon pour pallier les fluctuations du reste. Ensuite, vous avez absolument raison de dire qu'on fait de gros progrès très rapides et dans les capacités et dans le coût des batteries. Mais on est très loin d'avoir la technologie nécessaire, mais il y a des espoirs. Alors ensuite, les voitures électriques, je suis tout à fait d'accord aussi avec vous qu'il faut des petites voitures légères électriques pour le transport à courte distance. Typiquement, vous vous en servez le jour, vous faites moins de 100 km bien sûr, et vous rechargez la nuit dans votre garage, formidable. Donc la petite Zoé de chez Renault ou la petite équivalente de chez Nissan, dont beaucoup de gens m'ont dit beaucoup de bien, c'est parfait pour le transport local. Alors pour aller de Paris à Saint-Tropez, là il y a un problème, mais il vaut mieux prendre le train et louer une petite voiture électrique quand on arrive à Toulon, il me semble. Mais il y a beaucoup de progrès à venir, voilà, c'est ce que je voulais dire. Maintenant il y a d'autres problèmes liés aux batteries dont on parlera demain, en particulier des ressources en cobalt, le recyclage des batteries, il y a plein de choses sans oublier, les risques d'inflammation. Et puis monsieur Elon Musk de la société Tesla, je suis désolé, mais il lit beaucoup de bandes dessinées, vous savez, donc je suis un peu sceptique. Oui, moi j'ai une question et une remarque. La question c'est pourquoi le pétrole est pas cher en ce moment. J'ai une autre question, c'est on dit que le cours du pétrole ne suit pas l'offre et la demande. Quelle est votre opinion là-dessus? Je sais qu'il y a un débat sur le sujet. Et ma remarque, c'est que
on vit une période aberrante avec un prix du pétrole très bas, parce qu'on sait qu'il va monter. Sur le long terme, il va monter. Et donc, et quand il va atteindre 100, voire un peu plus de dollars le baril, d'une part, les énergies non basées sur le pétrole vont augmenter en rentabilité. Donc, c'est vrai qu'actuellement, c'est une catastrophe pour l'éolien, c'est une catastrophe pour le reste, parce que le pétrole est pas cher, l'énergie est pas chère, donc on a beaucoup de mal à investir dans ces produits-là. Voilà. Donc, mes deux questions, c'était pourquoi il est si bas et est-ce qu'il suit l'offre et la demande? Non, il est bas à cause de la guerre entre les sheiks et le shale. C'est vrai que l'arrivée des pétroles de shale aux États-Unis, qui est un gros importateur, a déséquilibré. Et le gaz de schiste aussi, a déséquilibré. Quand vous dites shale, réexpliquez-le. Oui, le pétrole de schiste, c'est-à-dire le pétrole qu'on exploite à coup de fissuration de la roche, ou de gaz de schiste aussi, si vous voulez, l'arrivée, les États-Unis étaient programmés pour être des gros importateurs de gaz dans les années 2000, et disons encore plus de gros importateurs de pétrole dans les années 2000. Avec ce gaz de schiste, ils sont devenus carrément exportateurs, puisqu'ils nous en exportent pour rentabiliser leur infrastructure. Et le pétrole de schiste, disons, a permis aux États-Unis de réduire considérablement sa part sur le marché international et de faire casser le prix du baril. Après, moi, je vais vous dire une chose. Actuellement, tous les pays producteurs et exportateurs sont en difficultés financières, parce qu'ils ont tous calculé leur budget gouvernementaux sur une base de 100 à 120 dollars le baril à la vente. Ils le vendent 40. Et il est en train de ruiner les acquis financiers, les avoirs financiers de ces pays-là. Alors, est-ce que c'est l'objectif de ramener tout l'argent qui était chez eux, chez nous? C'est possible. Vous évoquez là l'Arabie Saoudite, l'Algérie. Oui, l'Algérie, tous les pays. L'Arabie Saoudite est encore pas trop impactée parce qu'il y avait beaucoup de réserves financières. Mais l'Algérie est au bord du gouffre, le Nigeria est au bord du gouffre, le Venezuela est au bord du gouffre, l'Angola est au bord du gouffre, l'Irak, on n'en parle pas, l'Iran a du mal à s'en relever, la Russie patine dans la choucroute. Donc, si vous voulez, ce pétrole bon marché est en train de remettre au pas, dans un certain sens, si je puis m'exprimer ainsi, c'est pas mon opinion, mais tous ces pays qui avaient accumulé des richesses considérables, qui avaient commandé des Airbus ou des Rolls-Royce ou des machins, et qui ne peuvent plus les payer. Donc, ils continuent à produire pour pouvoir au moins en partie payer les intérêts. Il y avait la question complémentaire de Francis qui était donc c'est complètement déconnecté d'un quelconque marché. C'est pas la loi vraiment de l'offre et de la demande. Non, il n'y a pas de tension. En fait, on produit que ce qu'on consomme dans le milieu pétrolier. C'est pour ça qu'on a toujours 40 ans de réserve. Parce que pour produire plus l'année prochaine, il faudra que je fore de nouveaux puits sur gisement qui permettront de drainer de l'huile que les anciens puits ne pouvaient pas drainer. Donc, je maintiens les 40 ans. Mais je sais maintenant qu'on ne pourra pas les maintenir longtemps. C'est pas ça ma question. Et donc, oui, ma question, c'est est-ce que le baril de pétrole suit une loi simple qui est la loi de l'offre et de la demande? Parce que moi j'ai eu des débats avec des gens qui me disent pas du tout, ça n'a rien à voir avec l'offre et la demande, c'est je ne sais pas quoi, j'arrive pas à comprendre ce que ça peut être si c'est pas l'offre et la demande. Mais c'est un produit très stratégique, comme disaient mes anciens patrons. Le pétrole, c'est une arme politique fantastique. Vous avez du pétrole, vous avez un point. C'est une arme économique fantastique. Vous avez un pétrole, vous avez du pétrole, c'est un point. C'est une arme militaire incroyable parce qu'on vous gardera comme ami. Et éventuellement, c'est une source d'énergie, accidentellement. Donc, c'est un peu l'idée. Alors, chaque fois qu'il a flambé, il y a une chose qu'il faut remarquer, chaque fois qu'il est monté et qu'il a approché les 150 $ fatidiques qui ont fait qu'après on a eu une crise économique mondiale, une récession économique mondiale, c'est chaque fois où l'OPEP, les exportations de l'OPEP ont représenté plus de 50% de la consommation mondiale. Chaque fois que les 50% sont atteints,
il y a quand même, dans ce club privé de l'OPEP, il y a une réaction qui fait que le prix se renflamme. Mais après, je ne sais pas, on a tout le temps dit qu'1 million de barils de plus par jour, ça baissait le prix du baril de... 1 million de barils de consommation de plus que de production, ça augmentait le prix du baril de 5 ou 10 $. Maintenant, ça ne marche plus. Alors, je ne sais pas, il faudra demander, il y a des économistes demain qui vont parler. Il y a Chevalier aussi qui va parler. Non, mais c'est Jancovici qui maintient ce discours que le prix du baril n'a rien à voir avec l'offre et la demande, il a toute une théorie là-dessus. Mais je crois que Mireille Martini en parlera demain. C'est comme l'or, hein. C'est de l'or noir. C'est comme l'or, hein. L'or noir a une cotation. Éventuellement, une dernière question et ensuite... Oui, y a-t-il une question en haut? Je vous vois très très mal. Je ne sais pas si vous aviez des questions. Non. Y a-t-il une dernière question en bas? Sinon, on va arrêter et remercier très chaleureusement Monsieur Yves Mathieu. On n'a plus qu'à faire notre homework, hein, parce qu'avec tous vos chiffres, on a de quoi potasser. Je ne sais pas si vous avez pris des images, mais entre les chiffres relatifs et les chiffres absolus, il ne va pas falloir se tromper. Et vous êtes avec nous encore demain? Oui, oui. Bon, alors donc, si vous avez besoin de préciser un certain nombre de choses, n'hésitez pas. Et merci de votre attention. À demain.